il fait nuit dès 18h. Max Verstappen a encore un peu plus écrasé 2022. Même Mercedes désormais foire ses stratégies. Et Fernando Alonso est encore parti en fumée. Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau débrief du 20e Grand Prix d'une saison 2022 qu'on disait palpitante mais qui commence à être un petit peu redondante. On va essayer de vous redonner le sourire aujourd'hui avec ce nouveau plateau des pistonnés. On vous rappelle les traditionnels rendez-vous. Désormais 4 rendez-vous. C'est pour ça que les traits sont un peu tirés maintenant le lundi matin. Winamax TV pour suivre la course, pour suivre l'avant-course aussi également avec Pole Position. Brut pour débriefer avec vous. Et puis bien sûr First Team pour le rendez-vous du lundi et le rendez-vous du mercredi avec le MAG. Monsieur Brice Germain est avec nous. Salut mon Brice. Comment ça va Manu ? Ça va, ça va. Alors, je suis désolé, je crois qu'on a perdu le H. Oui, en effet. Ouais. Mauvaise nouvelle aujourd'hui les amis. Dès qu'on parle d'Amérique latine ou Amérique centrale, exactement. on l'a perdu. Il est parti vendredi soir du côté du Mexique pour aller soutenir Sergio Pérez. Il est revenu officiellement ce matin, mais ce n'est plus le même. Amzito Ramani qui est avec nous aujourd'hui, spécialiste de lucha libre, nous a-t-on dit. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenido. Il n'y a plus personne. Ya estamos por el Gran Premio de México. Je sais qu'il n'y a pas le sous-titre. En los pistonados. Quiero saludar a la gente de Guadalajara, de Monterrey, de México. Y vamos a luchar por Checo, que sera campeón del mundo el año próximo. Tu sais, Manu, que j'ai fait mon enquête, ouais. et, parce que du coup, tu sais qu'il est très connu au Mexique pour ses actes de lucha libre. C'est une grande vedette. Et j'ai appris comment les Mexicains le surnommaient. Ah, tiens, dis-nous tout. El Fasmo. Phasmo. Une petite traduction pour les non-espagnols qui nous regardent. Le Phasme, parce que voilà. C'est vrai que Hamza mesure 1m90 pour 27 kg. et pour autant, il n'est pas forcément plus rapide que toi en kart. Tu vois. Oh là, ça va se terminer en catch ici même sur ce plateau. Cette émission est rondement menée et très très bien partie. Hamza Ramani, vous connaissez bien évidemment ce qui sera son épitaphe, je l'espère, dans de très très longues années. On n'est pas une émission de clown, mais ça se voit que c'est la fin de saison. Là, au moins, c'est 2022. sûr que Bottas, c'est pas ton père. Là. Quel drôle de début d'émission. Merci Hamza Ramani pour ce super masque. On espère qu'on va retrouver le francophone qui sommeille encore un petit peu en lui. On l'espère en tout cas pour quelques minutes. Il les gars. Rien. Il veut que ça finisse en bagarre. Ça va finir avec du sang et de la sueur, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes un petit peu régalés sur ce Grand Prix. On regarde très rapidement le classement. Victoire de Max Verstappen du côté du Mexique. La 14e, on va y revenir pour un record, bien sûr, dans cette saison 2022. La 34e victoire de sa carrière. Le 190e podium de Lewis Hamilton, le deuxième consécutif. Le deuxième podium consécutif pour Pérez aussi également à domicile. On notera qu'il y a 2 Ferrari, mais qu'elles sont aux 5e et 6e place. Ricciardo 7e, on va en parler, c'est incroyable. Ocon 8e, Norris 9e. Et puis Bottas qui remet des points pour Alfa Romeo. Justement, il y a 2 sujets dont on ne va pas parler dans cette émission. Ferrari déjà pour commencer, mon cher Brice, si tu voulais toucher un mot là-dessus. Ouais, juste dire que je trouvais dommage que la Ferrari affiche aujourd'hui un niveau qui ne lui permette plus de se battre à la régulière pour la victoire. C'est peut-être circonstanciel au Mexique, mais c'était déjà circonstanciel à la Belgique. Et puis derrière, on a senti sur les Grands Prix d'après, même s'ils faisaient des pôles, ils n'avaient pas le rythme de course. Aujourd'hui, je pense qu'on peut classer la Ferrari comme une voiture qui ne joue plus la gagne. Et je trouve ça dommage d'avoir pondu une si bonne voiture en début de saison, de ne pas avoir, profité des points qui étaient possibles à mettre en début de saison, et de 2, ne pas avoir réussi à la développer. Aujourd'hui, je pense que Mercedes a bien mieux développé que Ferrari, que Red Bull a bien mieux développé que Ferrari, et que c'est dommage de se dire que cette saison n'aura été que du très bon travail d'hiver, mais que sur l'ensemble de la saison, là où il faut gagner des courses, on a perdu le mojo qui a été retrouvé cet hiver. Donc je trouve que le manque de développement de Ferrari est à signaler et à déplorer. Ouais, rien n'allait chez Ferrari hier. On ne va pas en parler, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on reste bien sûr sur cet avis de Brice. Hamza, qu'on a retrouvé, la version francophone, bien sûr, celle qu'on adore, qui va nous parler d'Alfa Romeo. On n'en parlera pas dans le détail non plus, mais résurrection pour Alfa Romeo. Résurrection, je ne sais pas, au moins fin de la série noire. Il restait sur 10 courses sans marquer le moindre point. Bottas qui marque donc son premier point depuis le Canada. Dans la lutte avec Aston Martin, c'est important, d'autant plus qu'Aston Martin est passé à côté de son week-end. Finalement, il ne reste que 2 courses. Cette lutte que je voyais peut-être déséquilibrée sur cette fin de saison parce qu'il y avait les performances Aston et parce que Alpha était complètement
avait disparu, elle pourrait quand même nous emballer sur cette fin de saison. Bottas qui a déclaré avoir eu des difficultés quand même avec les pneus durs, qu'il a eu du mal à mettre en température, et pourtant ça lui permet d'aller chercher cette 10e place. Il profite aussi de l'abandon de Fernando Alonso, mais effectivement c'est prometteur. Lui te dit que depuis Austin, la voiture va beaucoup mieux, puisqu'il y a eu des mises à jour qui ont été effectuées à Austin, malgré les résultats qui n'étaient pas présents, en tout cas pas de top 10 à Austin. Et j'ai envie de voir cette fin de saison. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une lutte directe sur la piste, un peu comme Alpine McLaren, avec Aston Martin et avec Alfa Romeo? Ouais, lutte rapprochée, ça serait du bon spectacle en tout cas pour les 2 derniers Grands Prix qui nous attendent. Vous connaissez le débrief bien sûr d'une course dans les pistonnets, ça se passe en 4 enseignements. On ouvre tout de suite ce débrief. On a parlé des sujets dont on ne va pas parler. Je propose tout de suite de découvrir les sujets dont on va parler. Vous n'avez rien compris, mais vous allez comprendre. Avec Verstappen, des records et une énorme impression tout au long de ce week-end du côté de Mexico. Ricardo, un accident et enfin des gros points. Gasly est-il en roue libre? C'est une des grandes questions qu'on va se poser. Mais on attaque tout de suite avec le premier enseignement. Mercedes, pneus durs pour stratégie tendre. Merci encore Brice Germain pour cet excellent titre. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mercedes qui s'est planté hier, les gars. Alors on va traiter ça un peu en 2 parties. Il y a le choix des médiums au départ déjà qui pose question. Est-ce que le fait que Verstappen soit parti entendre et que les 2 Mercedes aient choisi les médiums, est-ce que ça n'a pas facilité justement le départ du Néerlandais? On se disait la pole position est un peu maudite du côté de Mexico avec cette longue ligne droite. Max Verstappen qui a été touché par le graining à la fin de son premier relais. Est-ce que justement à ce moment-là, les perfs des médiums sur les Mercedes n'étaient pas un petit peu en trompe-l'œil? Et puis fallait-il faire durer le premier relais de Lewis Hamilton mais également de George Russell comme le jeune Britannique l'a demandé à sa radio et à son stand? Et puis dans un second temps, on s'intéresse aussi également au second relais. On a très vite constaté que les pneus durs ne marchaient pas du côté de Mexico. On l'a constaté chez Mercedes, on l'a constaté aussi bien sûr chez Alpine. Un rythme en chute libre après le passage au stand des deux pilotes Mercedes. Mercedes a-t-elle d'ailleurs pensé, les gars, que Verstappen allait s'arrêter 2 fois? C'est un peu le sentiment qu'on a pu avoir à ce moment-là. Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop prudent pour Mercedes, toujours à la recherche de sa première victoire, obligé de prendre des risques? Est-ce qu'on n'a pas manqué un petit peu d'audace sur ce coup-là? Et fallait-il écouter les impressions de leurs pilotes? Votre avis sur cette stratégie manquée pour Mercedes? Le manque d'audace, je trouve qu'il vient de la stratégie de départ. Que tu aies un pilote qui parte en médium, pourquoi pas? Moi, je pense aussi que, au début de la course, alors j'ai évidemment pas toutes les données qu'ont les ingénieurs, mais quand je vois Red Bull partir en tendre, je me dis, on part sur une stratégie à 2 arrêts. Donc peut-être que sur le long terme, ça peut marcher. Mais je me posais la question, pourquoi avoir 2 pilotes sur la même stratégie? C'est ce que dit Hamilton en fin de course. J'avais dit à Merco de faire partir l'un des pilotes en tendre, l'autre en médium. Tu as 2 stratégies. Mercedes, l'objectif de cette fin de saison, c'est gagner une course. Ils ont le potentiel, ils ont la performance. Et ils te disent, si demain il faut sacrifier un pilote pour amener l'autre à la victoire, on le fera. Du coup, je ne comprends pas cette volonté de conserver absolument cette stratégie, partir en médium pour finir en dur, quand, avec l'évolution de la piste, quand les pilotes te disent, tous les pilotes, la plupart des pilotes te disent, les pneus vont mieux que prévu, durent mieux que prévu. Quand Verstappen te dit, j'ai un problème sur la toute fin de son relais avec mon pneu avant gauche, mais qui tourne quand même plus vite que tous les pilotes, sauf Lewis Hamilton, George Russell et Sergio Perez, c'est pour cela qu'il n'a pas été arrêté, c'est pour ressortir devant Carlos Sainz. Tu te poses des questions, effectivement, je rejoins ta conclusion. Moi, quand j'ai un pilote qui me dit, qui propose une stratégie, oui, je pense que ces pneus vont très bien et j'ai envie de finir en soft, quel risque en fait tu avais? Tu n'avais aucun risque. Tu finissais largement devant Ferrari. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une 4e place assurée pour Mercedes. C'est vrai que j'ai pas trop compris le manque d'audace de nos amis de Mercedes. D'accord avec Hamza sur le fait que quand tu as 2 voitures contre 2, il vaut mieux pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour au moins tenter quelque chose. Surtout que Red Bull avait mis ses œufs dans le même panier. Ils ont la même stratégie. Clairement. Ouais, mais Red Bull, à la différence, a fait preuve d'audace sur deux points. Un, en partant en soft, parce que c'était pas du tout quelque chose qui était joué d'avance en termes de tenue des pneus. Et de 2, ils ont fait rentrer Pérez d'abord pour voir la réaction de Mercedes à l'arrêt de Pérez. Ils se sont rendus compte que Mercedes n'allait pas s'arrêter et du coup, ils ont fait rentrer Max Verstappen et pas prolongé. Mais du coup, ça a quand même un petit peu, ça dépendait un petit peu aussi de la strate de Mercedes.
là où c'est dommage, je trouve, c'est de ne pas avoir écouté les pilotes, parce que je trouve qu'on a quand même tendance à trop se rapprocher des ordinateurs et des prédictions et pas assez à écouter les pilotes. Et c'était un des points forts de Mercedes avant avec Hamilton. Là, je trouve ça... C'est le point faible de la saison, quelque part. Si Bah, tu prends oui, le oui, oui. marquinage et ces histoires de stratégie. On n'écoute plus le ressenti des pilotes. Quand Hamilton dit « mes pneus vont bien » et que 4 tours après, on l'arrête. Quand Russell dit « je veux continuer à étendre mon relais et tenter les softs à la fin », on ne l'écoute pas. Que derrière, quand ils se plaignent tous les deux de ces pneus hard, on leur dit « t'inquiète pas, ça va se passer comme ça, comme ça ». Il faut peut-être remettre en cause les modèles de prédiction, car le sport et la piste est totalement imprévisible à chaque fois. Les pneus, le comportement des pneus nous surprend une course sur deux. Donc peut-être que le ressenti des pilotes est davantage à prendre en compte. Certes, les prédictions et les modèles qui sont en interne sont de très haute technologie, et heureusement qu'ils ont ça parfois. Mais il faut faire la balance, je pense, entre ce que les fesses d'un pilote ressent vis-à-vis de ses 4 pneumatiques et de tous les modèles de drop de performance, parce que Bono, il est encore à Mexico en train d'attendre le drop de performance des médiums. Il a dormi toute la nuit dans le garage, c'est toujours pas arrivé. Et puis il y a les faits. Il y a les faits. Il y a des choses qui ont montré à Mercedes durant la course qu'ils pouvaient se baser sur une autre stratégie, et ils n'ont pas voulu voir ces faits. Quand Verstappen s'arrête au tour 25 avec des softs, 25, c'est-à-dire qu'on est à 40% de la course. Ouais. Ça veut dire normalement que si on inverse la stratégie et qu'on met des softs à la fin, avec le réservoir vide, peut-être que tu peux tenir 50-60% de la course avec ces softs. Ensuite, c'est pas que Verstappen, il y a Sébastien Vettel, 38 tours avec ses pneus softs. Vettel s'arrête après le passage des deux Mercedes au stand, hein. ouais. Oui, qui était en médium. Et le comble du comble, pour moi, c'est les deux Ferrari qui s'arrêtent tour 28 pour Leclerc, tour 29 pour Carlos Sainz, sachant que c'était les voitures dont on annonçait la souffrance ultime vis-à-vis des pneumatiques. Donc c'était censé être celles qui les abîmaient le plus. Et elles se sont arrêtées au bout de 29 tours, sachant que la mi-course était au tour 36. Donc on analysait juste ça, et on pouvait se dire, alors encore une fois c'est très facile à dire à posteriori, Ouais, bien sûr. mais que les softs étaient une stratégie possible. Moi je trouve que Mercedes a été beaucoup trop prudent. C'est facile à dire a posteriori, je te Oui. rejoins complètement. Par contre, moi encore une fois, je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi tu ne tentes pas 2 stratégies différentes. Pourquoi il n'y a pas une adaptation ? Encore une fois, peut-être que Russell, George Russell, tu lui mets 20 tours plus tard les softs, bah peut-être qu'il termine quand même 4e. Mais au moins, on aurait eu des données, au moins on aurait déjà écouté le pilote, ce qui aussi est une prise de responsabilité. Voilà, il n'y a plus rien à jouer, puisque Russell était à une quinzaine de secondes de Max Verstappen. Je comprends pas ce manque de prise d'initiative qui avait fait la force effectivement de Mercedes ces dernières années. Je me souviens de Barcelone 2021, je crois. Enfin, là, effectivement, je les ai trouvés très attentistes. Et c'est un comportement que je n'ai pas trop compris tout au long de la saison, et encore plus sur ce Grand Prix quand tu as la performance et que l'objectif est de gagner. Pour vous, elle est où la principale erreur, les gars ? C'est le choix véritablement des médiums au départ, ou le fait de ne pas avoir étendu ce premier relais pour essayer d'aller chercher Pour moi, des c'est softs. là, hein. Parce que si tu prends, juste le petit aparté, on le voyait tout à l'heure dans le tableau, si tu prends le choix des médiums au départ, on rappelle quand même que Mercedes est à 2 contre 1 face à un Max Verstappen qui n'est pas en position, on va dire, très aisée en partant de la pole du côté de Mexico. Est-ce que si tu fais le choix des softs, est-ce que là déjà tu peux pas aller un peu plus chercher Max Verstappen ? J'ai l'impression qu'ils sont un peu gênés les deux garçons. Je suis pas sûr, parce que quand tu prends la physionomie du premier relais, à la fin du premier relais, quand tu pars en médium, que tu es à 2 secondes du mec qui est en soft et que tes médiums vont encore bien alors que les softs du mec devant sont en train de mourir, ton premier relais il est réussi. Ouais. Tu as réussi à tenir un mec qui était en soft sur la durée de ses softs, C'est vrai. alors que tu étais en médium. Donc pour moi, il n'y a pas d'erreur stratégique là-dessus. Je vois ce que tu veux dire sur le fait que si effectivement la Mercedes était en soft, qu'est-ce que ça aurait donné ? Au final, on a la frustration de ne pas avoir vu durant cette course la Mercedes en soft. Je suis d'accord avec toi. Mais là où l'erreur est, à mon avis, c'est que compte tenu du fait qu'on est à 2 secondes 5 de Max Verstappen au moment où Verstappen s'arrête, que les pneus de Lewis Hamilton vont bien, que les pneus de George Russell vont bien, que Russell va, après l'arrêt d'Hamilton, se retrouver en tête, Ouais. c'est-à-dire ils auront donc
l'avantage du choix de la stratégie, de la tenue des gommes et de la track position. Ils ont 3 avantages, je parle en termes d'écurie, Oui, pas bien en sûr. termes de pilote. Russell devant, les deux qui ont les pneumatiques qui vont, et un arrêt certainement de moins à faire à ce moment-là. Un champ de stratégie s'ouvre à toi. Tu as plus d'options qui s'ouvrent à toi. Et je trouve dommage que dans le champ d'options qu'ils avaient, ils aient pris la plus Prudente. prudente, et surtout, ça semble être celle qu'ils avaient prévue à la base. Ils n'ont pas modifié, ou en tout cas intégré certaines données de course, notamment la durée du relais de Max Verstappen. Si Bono à la radio dit target plus 6, c'est bien qu'on s'est rendu compte que les softs de Verstappen tenaient plus longtemps que prévu et que du coup Hamilton devait étendre son relais. Donc on l'a vu ça chez Mercedes. Mais on n'a pas pour autant changé la stratégie parce qu'on était sûr et certain d'une chose, une donnée théorique. La dégradation des médiums, une donnée uniquement théorique. Et même si on se base sur ce qui s'est passé en termes de dégradation au cours des essais libres, la piste n'est plus la même. La piste était très sale vendredi. Vendredi soir, il y avait les EL2 avec des tests Pirelli. On a très peu d'informations finalement sur la tenue de ces gommes-là. Et puis, Il manquait un petit peu de vision de la course, et c'est dommage parce que James Walls en a d'habitude de cette vision de la course. Et puis il a plu vendredi soir, je crois qu'il a aussi plu samedi soir, du coup tu te retrouvais avec une piste à chaque fois différente par rapport Oui, aux essais. Et où tes modèles ne s'appliquent plus vraiment. C'est vrai que j'ai été très très déçu, sincèrement, par ce qu'a réalisé Mercedes, surtout que pour revenir sur ce que tu disais, ta démonstration, brillante au demeurant, on se retrouvait quand Un même... cachet, non? Que du love. on se retrouvait quand même dans une situation où, avec un Russell éventuellement en tête, tu sais pas ce qui peut arriver. Oui, Une voiture de sécurité, Bien sûr. une voiture de sécurité tu places virtuelle, tes pions. et puis surtout, tu te retrouves, et on l'a vu à Abu Dhabi l'année dernière, avec ton pilote qui se retrouve devant le favori à la victoire en l'occurrence, comme Sergio Pérez, Lewis Hamilton. Bah là tu te retrouves avec un George Russell qui peut aussi ralentir Verstappen, parce qu'on va pas se mentir, Max Verstappen en s'arrêtant, avec son début de relais en médium, il serait allé plus vite que la fin de relais théorique que l'on n'aura pas finalement eu, mais que la fin de relais théorique de Lewis Hamilton avec ses médiums usés, mais pas trop usés selon Hamilton. Mais sur la fin de course, ça aurait pu t'offrir un avantage que finalement tu n'auras pas. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'ils se basent sur une dégradation des médiums que eux-mêmes n'ont même pas expérimenté. C'est-à-dire qu'ils sont même pas allés au bout de la vie de ces Oui, médiums. parce que en fait en EL2, le problème c'est que t'as pas pu non plus tester, t'as pas pu bien tester ces pneus parce que tu devais tester les fameux tests Pirelli, et comme tu dis, les conditions étaient assez changeantes. C'est assez fou. Juste peut-être un point d'interrogation, les gars. On sait qu'il restait 3 jeux de soft usés à Lewis Hamilton et à George Russell avant la course. On n'a pas la donnée non plus de l'état de ces gommes. On sait que Verstappen, je crois que c'était des pneus il est parti avec des pneus qui avaient 3 tours, je crois, dans les pattes. Ouais. On sait pas. Le seul pilote du top 10, on en parlera tout à l'heure, qui a pu faire un relais avec des gommes neuves, tendre neuves, oui, du coup c'est exactement ce que je cherchais, c'est Daniel Ricciardo. Le reste, ils avaient tous des gommes usées. Oui, non, mais tu pars en Juste route. la petite Usées de 2-3 tours. La petite déclat que vous voyez actuellement à l'antenne, je vous le précise, c'est celle à laquelle Hamza bien sûr faisait écho sur le call de Lewis Hamilton, qui avait expliqué à son écurie qu'il fallait faire une différenciation, un qui part en soft, un qui part en médium, un qui attaque et un qui est un petit peu plus sur la conservation. Avec une très belle photo. Oui, le fameux penalty Bush de ce week-end, qui nous a bien régalé. Je suis pourtant supporter d'Alonso, mais bravo Hamilton. Non, t'es supporter de la punchline. C'est vrai. Non, je trouve que le concept de pneus neufs et pneus rodés en course. Ouais. Enfin, en qualif, je veux bien. Tu pars avec Oui, des c'est pneus pas qui ont 2 tours, c'est compliqué. En course, tu pars pour en faire 30 avec. Donc, Oui, certes, mais- en qualif, tu les as bien mangés, C'est ça. mais je pense qu'ils ont encore plus de performance que d'autres types de gommes à ce moment-là. Les softs avaient vraiment été la gomme à mettre en fin de course. Donc, si tu as des pneus qui sont rodés, qui ont 1, 2, 3 tours, Oui, comparé à des hards neufs qui... En fait, la fenêtre d'utilisation des hards est très compliquée parce que, il faut les mettre en chauffe. N'oublions pas qu'on a perdu de la chauffe pneumatique avec les couvertures chauffantes. On rappelle la sortie des stands d'Hamilton à Bahreïn, Ouais. où c'était Dans glisse. Philippe Candeloro à Salt Lake City. Et là, il faut mettre les pneus en température, du coup forcer sur le pneu, et si le pneu se met à glisser, tu l'abîmes. Donc, tu as une fenêtre qui est très, très fermée pour l'utilisation de ces hards, notamment sur ce type de piste-là. Là, les softs, quitte à les passer plus tard, c'est-à-dire, encore une fois, tu étends le relais de Russell de 10-15 tours, tu le fais aller à, 45 tours. Il en reste du coup 26
à ce moment-là. Et bien sûr qu'il les tient, il les tient ses gommes rouges. Donc dommage qu'on ait rien tenté. Surtout que si ça ne tient pas, bah, tu l'arrêtes une deuxième fois et tu verrouilles la Et comme ils ont fait là, Exactement. au final, Comme ils ont fait pour aller chercher ils l'ont Marco, arrêté. ouais. Et il est 10 secondes devant Sainz. Exactement. Il n'y avait pas forcément de grands risques, en tout cas pour Mercedes, qui s'est planté au Grand Prix du Mexique. Il y en a un qui ne s'est pas planté. Au contraire, il a encore un peu plus tué le suspense. C'est Max Verstappen qui définitivement rentre dans les livres d'histoire depuis hier, encore un peu plus. 2 records et 2 stats. La 14e victoire de la saison, c'est le record du nombre de victoires, bien sûr, sur une saison. Il dépasse Michael Schumacher et Sébastien Vettel. Je vous laisserai rentrer dans l'histoire du ratio, bien évidemment. Plus de points aussi également sur une saison que Lewis Hamilton en 2019, qui détenait le record, bien sûr, de points sur une seule et unique saison. Première victoire d'un poleman à Mexico depuis 2016. C'est quand même une stat intéressante. 9e victoire consécutive pour Red Bull. Ils égalent, entre guillemets, leur total de 2013. Et puis, l'impression, je sais que vous voulez réagir là-dessus. On en a parlé notamment hier pendant la conf de rédac. Du vice et du métier au départ. Je sais que ça a beaucoup plu à Hamza, notamment le départ de Max Verstappen, son rythme en fin de premier relais alors qu'il est touché par le graining, et puis le côté encore une fois seul au monde au moment où il a passé les médiums. Là, à ce moment-là, il était sur une autre planète que les autres. Qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu? Alors c'est vrai que les stats, les records, nous dans cette émission on aime beaucoup parler des impressions, mais je vous laisse réagir à la fois sur la photographie, on va dire, statistique et l'impression que vous avez vécue hier devant votre télé. Moi, c'est plus l'impression. C'est plus l'impression d'un pilote dominant, l'impression d'un pilote régulier. Je suis tombé sur une stat qui est incroyable. Il fait un relais de 48 tours avec ses médiums. Sur les 48 tours, il y a 2 tours sous voiture de sécurité virtuelle, ce qui reste 46 tours. Sur les 46 tours effectués par Max Verstappen avec ses pneumatiques médiums, tous ces tours, tous, en 1.22. Entre 1.22.0 et 1.22.9. Même à la fin, où après la voiture de sécurité virtuelle, Après le drop de performance. une dizaine, une dizaine, je sais plus combien d'avance il avait sur Lewis Hamilton. La victoire était verrouillée. Il y a peut-être forcément les pneumatiques qui peuvent peut-être baisser en température, je sais pas. Non, peu importe. Il remet ses pneumatiques en température, il repart sur du 1.22. La régularité, c'est un robot. C'est un robot, franchement, et son départ aussi. Et c'est incroyable. Exceptionnel départ. Moi, la théorie que j'ai, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais c'est ce que je me suis dit devant ma télévision, c'est que lui, son but, c'était de ne pas donner l'aspiration à Lewis Hamilton en créant une seule ligne d'aspiration et pas 2 comme on en voit assez souvent au Mexique. Tu te rabats sur Russell, comme ça Hamilton, il a rien. Il est obligé de se rabattre, lui, derrière George Russell. Et quand tu arrives au premier virage, le déficit de vitesse que peut avoir Verstappen, sachant qu'il a un moteur quand même très puissant, mais qu'importe, le déficit de vitesse que tu peux avoir au premier virage, il sera moins important par rapport à Russell 2e que par rapport à Hamilton 3e. Du coup, en plus, il verrouille l'intérieur au virage 1. Enfin, il a tout fait à la perfection. C'est vraiment une course au robotique. C'est Erling Haaland, là. C'est exactement pareil. C'est un robot. Il a accompli une mission. Il n'a pas eu une erreur. Pas un micro-blocage, rien. Il a fait sa course. Il a déroulé. Franchement, et j'ai l'impression que... peu importe, parce que pareil, son premier relais avec ses softs, il a maintenu l'écart entre 1 seconde 4 et 1 seconde 8 avec Lewis Hamilton. À un moment, c'est passé au-dessus de la barre des 2 secondes. 2.2, je crois, le plus haut. À la fin, quand il avait plus de pneus avant-gauche, c'est redescendu à 1.4 ou à 1.6, mais sinon, il est resté entre 1.4 et 1.8 sur une quinzaine de tours. Il est exceptionnel. Sincèrement, il est exceptionnel. Il est agaçant, mais de la manière agaçante d'un Sébastien Vettel ultra dominant à l'époque de chez Red Bull, dans le sens où il ne laisse rien, il ne laisse aucune miette. Et autant Vettel, en 2011, en 2013, n'avait pas de concurrence, là, Verstappen, il y a Ferrari, et hier, il y a Merco. Et Mercedes, en tout cas en termes de performance pure, j'ai l'impression que les monoplaces sont beaucoup plus proches aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au début des années 2000 lors de la domination de Sébastien Vettel, 2011-2013. Et pourtant, il ne laisse absolument rien à la concurrence. Et ça, c'est intéressant ce que dit Hamza. On en a parlé d'ailleurs ensemble sur Brut hier, dans le débrief sur Brut, sur l'application Brut. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Brice. On était d'accord pour se dire que ce qui est assez dingue, c'est qu'on compare la domination de Verstappen avec celle de Lewis Hamilton, par exemple, chez Mercedes, avec celle de Sébastien Vettel chez Red Bull, avec celle même peut-être de Michael Schumacher chez Ferrari, même si elle est moins, pour le moment, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et pourtant, on a
on a l'impression que le package est le plus complet chez Red Bull, mais qu'il n'y a pas une position de dominant au même point, en tout cas, que la Mercedes, la Red Bull ou la Ferrari précédemment. Ouais, j'étais pas, pour être honnête, j'étais pas pour qu'on fasse cet enseignement parce que je voyais pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'on avait dit. Parce que l'enseignement, c'est pas l'enseignement de ce Grand Prix, c'est l'enseignement de cette saison où globalement Max Verstappen réalise quelque chose de spectaculaire dans le fait, comme Lamza l'a dit, qu'il bat le record de points sur une saison. Alors, à 20 Grands Prix, donc il y a déjà eu des saisons à 20 Grands Prix, donc en soi c'est comparable. Et il a une voiture et demie en face de lui qui peuvent le battre. Ça veut donc dire que c'est pas comme Vettel, comme Schumacher, comme Hamilton, c'est effectivement pas forcément d'un niveau supérieur, mais en tout cas d'une complexité différente. Par exemple, Webber pouvait contester des victoires à Sébastien Vettel à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc c'est d'un niveau différent. Valtteri Bottas a eu le droit quelquefois, Nico Rosberg également, de contester des victoires à Lewis Hamilton. Mais dans cette saison, oui, le côté à la fin, c'est quand même Max qui gagne, peu importe le niveau de domination, peu importe le niveau où la Red Bull se situe le vendredi matin au moment où on commence les essais libres. Il y a un côté effectivement écrasant qu'il a. Et il y a quelque chose qu'il n'avait pas avant et qu'il a cette année, c'est qu'il n'y a plus trop de domaines où il est plus faible. La qualification, samedi, il fait tout parfaitement. Gestion des pneumatiques, il tient la dragée haute à Lewis Hamilton. Vitesse pure, tout le monde connaît. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et régularité en course, maestria. Aujourd'hui, je vois plus de points faibles à cet homme, si ce n'est peut-être le jour où il se retrouvera avec un concurrent qui sera aussi agressif que lui. Peut-être que là, des choses reviendront. Charles Leclerc, peut-être. Oui, mais on n'y est pas encore. Oui. On n'y est pas encore. Sur beaucoup de déceptions dans la manière dont on n'y est pas encore. Il a fallu, l'année dernière, il a fallu que Lewis Hamilton sorte de sa zone de confort en termes d'agressivité pour aller lutter avec Max Verstappen. Sinon, pendant le début de saison, Lewis Hamilton, il subit beaucoup, il cède énormément pour pas aller à l'accrochage, parce que c'est pas son style non plus, contrairement à lui. Donc là, il est en train d'asseoir quand même un style, une domination, une assise sur la F1 qui promet effectivement beaucoup pour les années à venir si la monoplace suit. Mais la monoplace, elle est pas dominante et il est extrêmement dominant. Exactement. Et juste un dernier mot pour refermer ce deuxième enseignement sur le côté statistique. On lit beaucoup par-ci, par-là. Il a battu depuis hier le record de Schumacher et de Vettel et on entend beaucoup, oui, mais on est sur une saison à 22 courses, il y en avait moins du temps de Schumacher et du temps de Vettel. Il peut quand même se rapprocher du fameux ratio dominant de celui de Michael Schumacher. Si demain, il atteint le ratio de Michael Schumacher à la fin de la saison, on pourra quand même se dire que c'est assez incroyable parce que là, pour le coup, le fait qu'il y ait plus de courses, ce sera d'autant plus impressionnant, on va dire, de la performance de Max Verstappen. Parce que tu as encore plus de chances d'avoir un problème mécanique. Surtout dans une époque, contrairement à 2004, où tu pouvais mettre un moteur toutes les deux courses. Oui, c'est vrai. Là, aujourd'hui, tout doit être basé sur la longévité. Il n'y avait pas Grand Prix à 2200 mètres d'altitude. Non plus. Tu n'avais pas la fatigue de toutes les écuries des qui faisaient que... Donc en soi, il y a du bon et du mauvais dans cette comparaison. Mais allonger la durée de la saison rend le championnat encore plus difficile à gagner pour moi. C'est effectivement plus de chances d'aller scorer des points, mais s'il termine la saison à 16 victoires, on peut quand même le mettre à la même table que les records de Sébastien Vettel et de Michael Schumacher. 13 victoires avec 2 abandons quand même, en début de saison. Donc, qui ne sont pas de son fait. Ouais. Ça dit tout. Ça aurait pu, entre guillemets, faire 18 sur 22, tu vois. Potentiellement, même si c'était en fin de course, l'abandon, je crois, à Bahreïn. Mais effectivement, il est écœurant, en fait, parce que, pareil, là, sur cette fin de saison, à part Singapour, il a tout gagné depuis la France. C'est exceptionnel. Et puis Red Bull, 19e podium consécutif, ils égalent leur record de 2010-2011. C'est une écurie qui a, malgré un début de saison compliqué, a réussi à tout optimiser désormais. Enfin, comme on disait, par rapport à la domination de la voiture, il a quoi, 6 pôles cette saison en 20 courses ?
Sébastien Vettel et Red Bull qui en ont 18 sur 19 en 2011. Bon, bah ça montre quand même qu'en perf pur, Ah oui, oui, oui. il y a un vrai écart. Il y a un vrai écart. Aujourd'hui, l'écart avec les autres, donc Ferrari, Mercedes, il n'est pas aussi important qu'à l'époque de Mais Sébastien tu vois, Vettel. tu vois, moi je me souviens quand Vettel, quand 7 pole position pour Verstappen. 7. Ouais. Quand Vettel il fait son 2011 et 2013, je sais plus 2013, ouais, j'ai presque une sensation de dégoût parce que il est devant, mais archi loin devant. J'ai moins cette impression-là, alors que la domination dans les points et dans les victoires, complètement. elle est plus là Elle est encore de plus la part de importante. Verstappen, parce que j'ai toujours le sentiment qu'il y a potentiellement une lutte. Et tu sais pourquoi? Parce que Fernando Alonso à l'époque pilotait pour Ferrari. Il permettait à cette écurie de Ah surperformer. non, je trouvais qu'il n'y avait pas de lutte à l'époque, je trouve qu'il y a une lutte. Il y a une lutte potentielle Ça. maintenant. Mais oui, Ah bah, à là, je suis l'époque, là, je Vettel, suis en train de il mettait une seconde au tour à tout le monde. Enfin, on retombait aux années 70-80 quand tu avais le quatrième qui terminait à quasiment un tour. Et encore une fois, t'es peut-être pas encore écœuré à ce point-là aujourd'hui parce que ce n'est que le début. Et ça, il n'y a que l'avenir qui À nous le 2011, dira. c'était déjà bien écœuré. moi. Oui, c'est vrai que ça commençait à piquer. Ouais. Là, j'ai quand même un peu des luttes. Enfin, tu vois, mine de rien, il y a très peu de GP. Peut-être la Hongrie, peut-être Spa, où on se dit dès le début, c'est plié. Ouais, dès le samedi. Ah, ouais. non mais oui, et puis même, au moment où il part, je te rappelle, en Hongrie, à Spa, il est favori des bookmakers, Ouais, complètement. alors qu'il est 10e. Ouais. Bon bah d'accord, tu vois, t'as tout de suite compris. Alors que là, t'as toujours un peu cette idée de mais pourquoi pas Ferrari, mais Mercedes ramène ça, peut-être que. Du coup, je trouve ça quand même moins écœurant qu'il y a 10 ans. Parce que oui, il y a quand même une hiérarchie qui est différente des monoplaces et qui nous offre quand même un espoir qu'il y ait une lutte. Mhm. Après, lui, il la gagne, la lutte. C'est ça la différence. C'est la différence. Bon, tu vois qu'il y avait des choses à dire sur Verstappen et Red Bull. J'ai toujours des trucs à dire, c'est très bien, il faut me faire taire. Et alors, Verstappen, on l'a dit, écœurant. Est-ce que le prochain pilote dont on va parler a lui-même été écœurant? Daniel Ricciardo, qui nous a quand même offert peut-être la plus belle performance de sa saison, sa meilleure course cette saison. 2 gros points pour McLaren. Pas un premier relais incroyable en termes de rythme sur les médiums, mais il a à ce moment-là dû gérer aussi également ses gommes. Il l'a parfaitement fait dans le trafic. C'était le seul pilote, et tu l'as rappelé, Hamza, tout à l'heure, du top 10 à disposer d'un jeu de tendre neuf au départ de cette course. Ça lui a permis de faire ce dernier relais de folie. Et il l'a expliqué aussi également à l'arrivée, la gestion des drapeaux bleus, parce qu'il a été pénalisé de 10 secondes après l'accrochage avec Tsunoda. Et bon, il avait un bien meilleur rythme que Ocon qui était sur les durs à ce moment-là, mais il était aussi également pourchassé par les leaders qui lui prenaient un tour. Et donc, du coup, il avait peur, et bien qu'avec les drapeaux bleus, ils doivent lever le pied et tomber en dessous des 10 secondes. Il finit, je crois, avec 11 ou 12 secondes d'avance sur le pilote français, ce qui lui permet de garder, et bien tout simplement, cette 7e place. Un petit mot sur Daniel Ricciardo, on l'a mis en noir et blanc parce qu'il y a quand même cette tâche, c'est j'ai failli dire, allez, je vais le dire. T'inquiète, je le dirai. Cette attaque d'éjaculateur précoce sur Yuki Tsunoda. Je me permets, pardon. Je suis désolé. Je peux pas enchaîner là-dessus, moi. Vas-y, Hamza. Écoute, moi sur sa course, j'étais impressionné. C'est vrai que je m'attendais pas forcément, même s'il fait un week-end, un samedi déjà intéressant, je m'attendais pas forcément à ce qu'il réponde présent en course, parce qu'on l'a déjà vu, il sortait d'Austin qui était peut-être sa pire course de la saison, peut-être la pire course de sa carrière, ça faudrait lui demander. Tu arrives dans une situation où il y a effectivement cette bonne gestion pneumatique qui lui offre un champ. Alors je ne sais pas si c'était la stratégie prévue de base, je ne suis pas sûr, parce qu'il dit quand même que c'est aussi parce qu'il y a eu cette bonne gestion qu'il y a eu cette fin de course. Mais c'était un premier relais de gestion et puis un second relais de performance. Et le second relais de performance avec ses pneumatiques tendres, il roulait au rythme du top 4. Ouais. C'était le seul pilote en piste. Alors que c'est pas le seul qui avait les tendres, non. Mais c'est le seul pilote en piste qui roulait au rythme de Verstappen, qui roulait au rythme de Lewis Hamilton, de Sergio Perez et de George Russell. C'est le seul qui avait une mesure correcte, qui avait les tendres. Avec plus d'irrégularité, parce que forcément, il y avait une dégradation différente. Mais effectivement, j'ai été impressionné. Ça fait, moi, à titre personnel, ça me fait plaisir quand même de voir qu'il est encore présent malgré tout. Et il y a eu quelques dépassements sympas. Après, effectivement, sur Yuki Tsunoda, tu te retrouves dans une situation où, alors lui t'explique qu'il ne voulait pas l'attaquer à cet endroit, mais qu'il voulait juste soigner la sortie pour l'avoir à la réaccélération avec ses pneumatiques plus tendres. Tsunoda, lui, estime qu'il est... Enfin, Ricciardo estime qu'il n'est pas 100% responsable parce que Tsunoda a fermé la porte. Ça, chacun aura son interprétation. En tout cas, lui a été pénalisé.
Mais sur cette course, ça fait vraiment plaisir quand même de le voir terminer comme ça. Pas un hasard que ça se passe sur un circuit où il y a des gros points de freinage pour toi, Brice? Bah, je sais pas, parce que la Ouais. McLaren avait des problèmes de frein ce week-end. Ouais, hein, c'est donc, vrai, Ça fait la différence avec les pneumatiques tendres par rapport à d'autres Bah, qui avaient c'est-à-dire que soit oui. des tendres mais avec une voiture un peu moins bonne, soit des médiums, soit des... Oui, ouais, pas puis beaucoup de choix. faut bien se rappeler que les pneus ne servent pas qu'à l'adhérence dans les virages lents, rapides, ce que vous voulez. Ça sert aussi à bien freiner. Si vous avez des pneus tendres, ça va vous permettre de freiner plus tard et de réussir à pas bloquer. Enfin voilà, donc ça doit l'aider aussi pour retrouver un peu confiance en la monoplace. Après, au risque de passer pour un gros con aigri, je trouve quand même que la course de Daniel Ricciardo, elle est 70% due à cette strat, quoi. Ouais. Mais sinon, avant cette strat, il végète toujours autant. Il est 12e, je crois, 12 ou 13e. Alors, tu vas me dire, c'est mieux qu'Austin. C'est pas compliqué de faire mieux. Il y a des beaux dépassements quand même. Enfin, hormis ce qui s'est passé avec Tsunoda, il y a quand même de l'autorité, DRS, de la confiance. Ouais. DRS sur 1,4 km de ligne droite. Hmm. Enfin, moi, je pense que cette stratégie lui a fait plaisir, lui a donné confiance et qu'il a retrouvé son mojo et qu'il a fait des bonnes choses derrière. Mais vraiment, je ne mets ça quasiment que sur le compte de la stratégie. Et ce qu'il fait sur Tsunoda, le chien. Aller comme ça, on dirait une manœuvre F1 2022 quand tu essaies de remonter le peloton parce que t'as pas de temps et que tu ne réfléchis pas à quand mettre ta Une manœuvre. manœuvre Charles Leclerc quand il part loin. Ouais, Oui, mais exactement. pareil, Ouais, pareil. c'est ça. Monaco 2019. Cette espèce de précipitation pour aller chercher quelque chose alors qu'il est plus rapide, il le sait. Enfin, c'était une manœuvre inutile. En plus, tu le vois dans tout l'enchaînement du T2, T3, T4. Oh, il survire, il sous-vire. Il a aucun contrôle de la McLaren, il sait pas comment la placer. Ah, je trouve ça. Moi, Je trouve cette manœuvre bête, mais En bête. fait, sur le direct, avant même qu'il y ait l'accrochage, au moment où il va y aller, alors il y a effectivement ce petit, je crois que c'est un survirage ou à la sortie les deux. du, je sais plus quel Il a un virage. screen ni l'avant ni juste, l'arrière. juste avant. Tu te retrouves dans une situation où moi j'ai l'impression qu'il hésite à y aller franchement, Oui, ouais. tu vois. Manque de confiance. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Exactement, hein. le manque de confiance. Je pense qu'un Ricciardo en confiance, il y serait allé directement. Il se serait clairement montré à hauteur et comme ça, Tsunoda, il n'aurait pas pu lui fermer la porte. Là, il y va, il hésite un petit peu et je sais pas si c'est pas ça qui va lui coûter du coup cet accrochage. Un petit mot, ça permettra de faire la transition Vas-y. avec le 4. Non, parce qu'il y a une deuxième partie dans le 3. Mais Les pénalités de la FIA. Hmm. Il devient stratégique, parfois, de faire quelque chose d'illégal pour de s'en sortir dans le classement. Je parlais Ça de- Gasly, mais au ouais. final, les 10 secondes qu'a pris Ricciardo, s'il restait bloqué derrière Tsunoda, par exemple, peut-être qu'il aurait perdu ces 10 secondes. Ah, il serait pas resté bloqué. Je sais pas. Je te dis juste, Il y a une zone DRS pas Ah, très loin. sérieux. sortie je du te dis virage. juste que, en fait, il y a les 3 minutes, il te dit c'est les la zone pénals- DRS, c'est la voiture, c'est la stratégie, c'est pas le pilote. Et là, il te dit il serait resté Bah bloqué. oui, non mais attends, qui te dit qu'il va mettre les freins correctement à Tsunoda hein. Non, par contre, là où je te rejoins, c'est que cette pénalité a peut-être forcé McLaren à dire à Norris écarte-toi, laisse Ricciardo Oui, passer. oui. Peut-être que sans ça, je pense quand même que Ricciardo serait passé, mais qu'importe. Peut-être que sans ça, effectivement, il y aurait eu une lutte entre Norris et Daniel Ricciardo. Mais il bénéficie aussi parce qu'Esteban Ocon a été obligé de ralentir son rythme, pas mal de lift and coast en fin de course pour refroidir Ouais. sa monoplace. C'est aussi peut-être ça qui lui permet d'avoir ces 12 secondes, 142 je crois d'avance Ouais, sur, Tu reconnais. sur Esteban Ocon. Mais honnêtement, alors oui, à cet accrochage, moi j'ai vraiment pas envie aujourd'hui d'ajouter un petit point négatif sur une saison qui a été tellement compliquée. Il a fait une grosse course à Singapour. Alors la dernière fois, il avait déjà des bémols. Là aujourd'hui, il fait aussi une belle course. Alors voilà quoi, il a suffisamment pris honnêtement aujourd'hui pour lui taper dessus. Et belle opération pour McLaren, les gars, qui a bien géré sa stratégie, vous l'avez bien dit à travers le cas Ricciardo, mais qui a marqué encore une fois de gros points, là où Alpine s'est planté, l'abandon de Fernando Alonso, la mauvaise stratégie avec les deux pilotes qui sont partis en hard sur leur deuxième relais. Regardez aussi également cette déclaration au vitriol de Fernando Alonso, un petit peu énervé, et vous le voyez, c'est salé, c'est bien épais. Une nouvelle fois, la voiture numéro 14 s'arrête avant de voir le
drapeau à damier. Nous en sommes désormais à 70 points de déficit cette saison. Mais ça sert à rien d'en parler une fois de plus. Plus que 2 courses avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Il a hâte. Je pense qu'Austin et le Mexique ont été mes 2 meilleures courses sur le plan personnel. À un moment donné, j'avais même 20 secondes d'avance sur les McLaren et mon coéquipier. Je me sentais rapide aujourd'hui, mais encore une fois, je ne vois pas l'arrivée. J'ai roulé avec 5 cylindres sur 6 pendant 20 tours. J'étais extrêmement lent et le moteur a fini par casser, ce qui est peut-être le mieux. Je voulais déjà m'arrêter depuis un moment, mais l'équipe voulait que je reste en piste au cas où il y aurait eu une voiture de sécurité, voire un miracle, pour que nous puissions sauver quelques points. Je suis très déçu. Pas besoin de le préciser à la fin, on l'avait compris sur toute cette décla. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une double fenêtre parce que là, pendant que tu lisais, il y avait la réaction de Brice Germain. Il était un mélange de dépit, Ouais. d'agacement, Bien sûr. de qu'est-ce qu'il raconte encore c'est qui, celui-là, le froncement de sourcils. Non, c'est pas vrai en plus. Ça me fait marrer. Il me fait marrer parce que. Les 20 secondes, on est d'accord que c'est quand même un petit peu abusé sur son Mais coéquipier. tout sur est McLaren. abusé. Alors, tu sais quoi, La on en parlait frustration hier n'est dans pas le but. abusée pour le coup. Moi, les 70 points, promis pour l'émission Non, ça, bilan c'est de vrai, fin de hein. saison, on fera le compte. Parce que je pense que les 70 points, on en a beaucoup parlé à la mi-saison, il parlait de 40-50 points, on disait ouais, d'où il les sort. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment proche Mais des surtout 70 points en perdus. plus, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il a un abandon, il est très bien Ouais, placé. très bien placé. Ouais. Ah oui. C'est des très gros points. Je crois que c'est la 5e place à chaque fois qu'il joue dans ces moments-là. Et oui, du coup, ça lui coûte des points. Après, c'est facile de prendre le classement à l'instant où il n'a pas fait son arrêt et que les McLaren ont fait leur arrêt. Parce que j'avais 20 secondes d'avance sur les McLaren. Complètement. Dès qu'on presse Non, un après, petit peu, mais après son rythme à cause de ce problème était vraiment plus lent et je vous invite à écouter les radios du on-board de Fernando Alonso à partir du moment sur la seconde partie de sa C'est course. important que où tu il a fasses eu- la précision là-dessus parce où il a que eu tout le ces monde ne l'a problèmes pas parce su. Ouais. qu'effectivement au niveau de la réalisation internationale ce que nous on voit c'est un pilote qui exprime une frustration what a season après s'être fait dépasser par Esteban Ocon et je crois que c'était Norris, il était avec Ouais, Norris à ce moment-là. ouais, tout à fait. Donc moi Bottas aussi. peut-être, ouais, je sais plus, il se fait passer par 2 ou 3 pilotes. Et moi, à ce moment-là, je me dis, enfin, l'image que tu peux avoir de lui, c'est un pilote, c'est un rageux, quoi. Il vient de se faire passer et là, il exprime son mécontentement. Oui. Et en fait, je vous invite vraiment, si vous avez le temps, à regarder. Sinon, il y a un extrait qui tourne sur les réseaux sociaux de 3 minutes 30, sur l'ensemble de ses problèmes à partir de la mi-course, où tout au long de la course, on lui dit, parce qu'il avait ses problèmes, change de mode moteur, change ceci, change cela sur le volant. Et Alonso, il commence à être dépité. Donnez-moi d'autres solutions, s'il vous plaît, aidez-moi, donnez-moi d'autres solutions à essayer. Il faut qu'on continue d'essayer. Et effectivement, la frustration, elle arrive. Alors oui, il se fait dépasser, mais s'il se fait dépasser parce qu'il a ses problèmes. S'il n'a pas ses problèmes, normalement, il termine Oui, normalement à oui. la 7e place. Et- Et moi, je peux comprendre la frustration à ce moment-là. Et là où je le rejoins, c'est vrai qu'il a plus de problèmes que Esteban Ocon. Ça, c'est vrai. Alors, Il en joue avec la voiture numéro qui 14, mais disent, c'est vrai. qui disent qu'il n'y a que lui qui en a, c'est faux. Mais c'est lui qui a les plus grosses pertes en termes numériques, en termes de points. Ça, c'est sûr. Parce que quand il dit qu'il perd 70 points, encore une fois, je le rappelle, je pense qu'à chaque fois qu'il a un abandon, il est dans les points. C'est pas comme s'il végétait à la 14e place. Complètement. C'est à chaque fois des belles courses et on peut comprendre sa frustration et ses envies d'ailleurs là-dessus. Après, je vais défendre Alpine pour une fois. Il était prévenu. Oui, Laurent Rossi l'avait dit. Nous a prévenu tous. sur notre Et je te rappelle qu'on était à une soirée tous les deux avec Fernando Alonso en début de saison. Une soirée où monsieur était en Amérique latine, certainement pour acheter son masque. Exactement. Et t'étais au Mexique à ce moment-là en plus. Et où Fernando Alonso nous a dit nous sommes optimistes, nous savons que nous devons développer cette voiture parce qu'elle aura des problèmes de fiabilité, mais la performance sera là. Je suis désolé, mais ce qui s'est passé là ne trahit absolument pas ce qu'il a dit au mois de février. Il en joue avec cette histoire de numéro 14. Non, je pense qu'il en joue pour se dire qu'il est content d'aller chez Aston Martin. 5e abandon de la saison pour Fernando Alonso. Ocon n'en a eu que 2 et je parle uniquement des abandons. Je parle même pas des problèmes de course, je parle pas du crash de Stroll à Austin, je parle uniquement des abandons. Tu te rends compte, quand il se fait cracher, il met plus de points que quand tu fais une course incroyable. Et nouvelle pénalité moteur à venir. Factuellement, c'est vrai, tous ces problèmes sont véridiques. D'ailleurs, petite info, Alonso pilotera chez Aston Martin dès la fin de la saison à Abu Dhabi. Il a eu l'autorisation, Alpine a laissé l'autorisation. Mais ils sont Il paraît qu'il voulait mettre en jeune pilote même à un moment donné, Aston Martin. Fernando A. Fernando A. Fernando Junior. Exactement. Fernando Alonso frustré. Fernando Alonso va-t-il terminer cette aventure avec Alpine en roue libre? On aura l'occasion de le voir bien évidemment sur les 2 prochaines courses. On dira que la bataille McLaren-Alpine, c'est un peu le théorème du lièvre et de la tortue très clairement. Et on a hâte d'avoir
eh bien, l'enseignement définitif à l'arrivée, bien sûr, du côté de chez Abu Dhabi pour cette lutte à la 4e place des constructeurs. Lui, il semble être complètement en roue libre. Il est français, il s'appelle Pierre Gasly. Il va rouler chez Alpine l'année prochaine. Mais il faut aussi également finir du côté de chez AlphaTauri. Est-ce que justement, il n'y a pas beaucoup de relâchement chez Pierre Gasly depuis l'annonce de la signature chez Alpine? Il a encore été pénalisé à Mexico. Il est à 2 points quand même d'une suspension. Il lui reste que 2 points sur sa super licence. Donc il a 2 points d'une suspension de permis, entre guillemets, en Formule 1. 0 points sur les 3 dernières courses. Bon, il faut dire que la perf de l'AlphaTauri n'est pas extraordinaire. Mais surtout, ce qui interroge, c'est la tension qu'il peut y avoir dans les radios de Pierre Gasly. Les critiques acerbes aussi également, que ce soit dans sa radio, mais aussi également devant les médias. Regardez plutôt avec la déclaration d'hier à l'arrivée de cette course, un petit peu lunaire quand même. Je suis un pilote de course. Si je vois un trou, je cherche à l'utiliser. Si vous n'êtes pas satisfait, dites-moi de rendre la position, je réessayerai. Je n'ai aucun commentaire à la radio, c'est dommage. Bien sûr, j'ai envisagé de rendre la place par rapport à la bataille avec Lance Stroll. Il suffit donc de me le dire à la radio. C'est ce qu'ils ont fait dans le passé, mais pour une raison quelconque, pas cette fois. C'est dommage que ce soit toujours la même histoire. Le week-end dernier, nous sommes arrivés 11e avec la pénalité. Je vais devoir changer mon approche parce que chaque week-end, il semble que ce soit à peu près la même histoire. Donc, je vais devoir changer quelque chose. Là, encore une fois, il y a une fin d'histoire avec AlphaTauri qui semble être un petit peu triste. Ça s'envoie quand même quelques tirs comme ça. Et puis, il y a cette menace quand même des 2 points seulement qui lui restent sur sa super licence. Hamza disait hier sur Brut, avec humour, mais ce Avec fameux humour, théorème mais- de science-fiction, voilà, on va lancer le thème science-fiction. Il disait qu'il n'a pas intérêt à perdre ces 2 points-là sur cette fin de saison, de prendre sa course, je te dis de bêtises, mais de prendre sa course de suspension à Abu Dhabi, et hop, tu repars avec un Parce permis que le tout neuf problème de à ces 2 Alpine. points, c'est qu'il ne va pas récupérer 2 points avant le 22 mai 2023. Ce qui veut dire que si le GP de Chine a lieu l'année prochaine, il lui reste 9 courses à disputer avec 2 points sur son permis. Et il prend 2 une pénale points, par course en ce moment. 2 donc, points, ça peut aller très vite. 2 points, c'est un non-respect d'un drapeau jaune. Tu peux prendre un point. C'est pas forcément un accrochage. C'est ça, c'est pas seulement pilote proprement, ne va pas t'accrocher et tu n'auras pas 2 points. Les 2 points, ça peut arriver pour tout et n'importe quoi. Donc, ce que je dis, en rigolant, mais pas trop, je pense sincèrement. Moi, en tout cas, à sa place, j'y réfléchirai. Moi, Après, tout est dangereux quand tu moi- prends 2 points. non, mais évidemment, c'est ça. Mais moi, ce que je dis, Pas c'est que. kamikaze non plus, quoi. Et c'est aussi certainement ça la différence, au-delà du coup de volant entre les 20 pilotes sur la grille et moi. Hein, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que moi et mon esprit taquin et Il y a mon un esprit écart. mal placé, j'aurais certainement pensé à cela. Prendre 2 points de pénalité au Brésil, t'es suspendu à Abu Dhabi, mais au moins ton histoire avec Alpine, tu la commences avec. Avec un nouveau permis, limite. Ouais, dans c'est ça. l'idée, c'est un peu ça. Parce que là, il y a un vrai risque qu'il y ait une course de suspension, peut-être chez Alpine la saison prochaine. Suspendu au Brésil, parce qu'à Abu Dhabi, ça veut dire que tu commences en Oui, Australie. c'est ça. Il faut qu'ils prennent ces 2 points au complètement. Brésil, bien évidemment. On en est à il faut qu'ils les prennent. Ça. Enfin, il faut. Non, mais Dans l'idéal, Méfiez-vous d'AlphaTauri dans vos rétros, Dans les gars. l'idée- Parce que... Il faudrait mieux qu'ils les prennent au Brésil que l'année prochaine chez Alpine. voilà, s'il prend pas qu'ils les prennent pas du tout, quand même. Non mais on est bon. d'accord, mais ce que je veux te dire c'est que pour un pilote qui est en train de prendre des points de pénalité à chaque course en ce moment pour des raisons Ouais, qui sont plus ou moins justifiables, encore une fois le Japon, enfin bref, on va pas revenir dessus, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Austin, je sais pas si Austin il prend aussi des points de pénalité pour l'histoire de la Non. voiture des 10 voitures Non, Si, il en a je sais. mais il en a pris un hier, non? il en prend un hier. Mais Il en prend un seul hier. il en avait 3. Il en restait 3. D'accord. Oui, donc il en a pas pris aussi. Enfin bref, il est aussi dans le viseur des commissaires par rapport à ce qui s'est passé au Japon. Austin, moi encore une fois, je l'avais dit la semaine dernière, je trouve cette pénalité extrêmement injuste parce que c'est le seul à être pénalisé. Or, c'est pas le seul à ne pas respecter cette règle à ce moment-là. Pas le Attention. sentiment qu'ils l'ont dans le viseur depuis le Japon, là. Oui, c'est ce que je te dis. C'est pour ça Non, mais qu'on- tu sais que ça lui tombe. Mais il est sur pas le- tout blanc. Ah non, mais au Japon, pas du les gars. évidemment, mais Voilà. évidemment. Et Mais ce que voilà. je veux te dire, Mais- c'est que il y a le Japon, il y a les déclarations, Complètement. et puis derrière, il y a Austin. Et t'as Et deux encore manières une fois, de- Austin, c'est pas le seul à ne sûr. pas respecter la règle. Complètement. T'as Complètement. deux manières de voir les Mais c'est choses. le seul pénalisé. C'est le seul pénalisé. Ça fait plusieurs mois, je sais plus à quel Grand Prix c'était où Gasly il avait vrillé. Il avait pris un petit peu le lead de la parole des pilotes. Je sais pas si c'était à Belgique il y a 2021. Il y a Jeddah déjà où il a été assez impliqué dans le. Ah, c'était Jeddah. Jeddah, tu sais, dans le Ouais, fameux boycott, on ne saura jamais vraiment ce qu'ils Oui, se sont oui. dit, mais on sait qu'il était très impliqué. Il a pris la Et parole. on n'a pas eu le fin mot Il y a, d'histoire. il y a C'est deux vrai. façons de voir les choses. Soit tu le vois comme un pilote de 26 ans qui est en train en fait de rentrer dans les gros caractères Mhm. de la F1 et on en a besoin. Des mecs qui s'expriment, qui savent ce qu'ils veulent, un Michael Schumacher par exemple, Ouais. et qui en fait viennent dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qui amènent justement cette force de caractère. Maintenant, dans le point de vue de la FIA, de la FOM et même des fans ou quoi, ça passe toujours mieux quand il y a des titres qui vont avec.
ce genre de choses, ces genres de comportements. On dit toujours que quand tu amènes, je dis pas que c'est le cas de Gasly, hein, mais de l'arrogance et que tu la couples avec des résultats, c'est pas de l'arrogance, en fait, c'est de la confiance en soi. Attention pour lui à ne pas rentrer dans justement cette affirmation de caractère qui peut paraître pour de l'aigreur, qui peut passer pour de l'aigreur, qui peut passer pour un mec de la frustration. Je peux comprendre que sa fin d'air avec AlphaTauri soit décevante parce que c'est l'année la plus décevante depuis qu'il est depuis qu'il est en ascension chez AlphaTauri. 14 courses hors des points cette saison pour Pierre Gasly. Oui, C'est voilà, énorme. il mange son pain noir cette année. Mais c'est un jeune pilote, il a encore beaucoup de temps devant lui, il a signé un contrat avec une équipe qui est constructeur. Sa place en F1, elle est, je trouve, bien plus sécurisée maintenant qu'elle pouvait l'être tous les ans chez AlphaTauri. Évidemment. Il a plus Helmut Marko sur le dos. Peut-être qu'il est en train de soulager la cocotte minute, mais il va falloir quand même qu'il retrouve un certain sang-froid parce qu'il peut avoir ce caractère-là, effectivement. Mais attention à ce que ça ne dépasse pas forcément les bornes. Pierre Hamelin, il peut faire des erreurs, mais c'est pas la peine de lui hurler dessus. La FIA fait des erreurs. Et celle du Japon, effectivement, est difficilement tolérable. Mais il faut apprendre à communiquer aussi différemment. Et ce qui se passe à Austin, c'est pas le premier pilote à subir une injustice non plus. Donc, il faut qu'il fasse attention parce qu'effectivement, là, il est dans le viseur. Il lui reste que 2 points. Et il faudrait pas nous faire une Romain Grosjean à faire une course de suspension. Enfin, ce serait dommage, quoi. Et En fait, avec tout le respect que j'ai pour Pierre Gasly, quand Hamilton, Alonso, Vettel, ils sont en fin de carrière, résonance, parlent, ouais. ça a une autre résonance et eux, ils s'en foutent. Et une autre crédibilité, Eux, légitimité. déjà, il y a une histoire de crédibilité, mais aussi en mode mettez-moi une course de suspension, je m'en fous, je dirai ce que j'ai à dire. Gasly, ça reste un jeune pilote qui a des objectifs, comme beaucoup de pilotes sur la grille, d'aller chercher des titres mondiaux. J'imagine la frustration qu'il doit avoir, ça doit pas être évident, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aimerais pas être à sa place parce que il faut se contrôler. Il a envie de s'exprimer parce qu'il y a beaucoup d'injustices selon lui, mais il doit aussi se contrôler parce qu'aujourd'hui l'urgence c'est son permis et puis à terme, si demain il commence à performer, qu'il y ait des sanctions justes contre Gasly, mais de la même manière contre les autres pilotes. Si demain tu devais jouer des victoires. Quitter Giron Red Bull, ça fait aussi peut-être en sorte qu'il se lâche un peu plus. Oui, puis c'est peut-être de la frustration ces dernières années où il ne pouvait pas exprimer. Et là, peut-être. Quand on regarde l'histoire récente de la F1, c'est quand même une constante que les mecs qui quittent une écurie se mettent à être beaucoup plus agressifs à la radio avec l'ensemble de leur team. Rappelez-vous du silence de Felipe Massa en 2010 en Allemagne quand Rob Smedley lui dit qu'il va devoir laisser passer Alonso. Rappelez-vous du hurlement de Felipe Massa au Brésil 2014 parce qu'il a pris une pénale pour avoir traversé la ligne des stands. Très sévère cette pénalité. Il hurle parce qu'il sait qu'il a plus le baquet Ferrari après. Et dans les stands, il est là devant la voiture de safety car. Rappelez-vous de Alors Sébastien qu'Alonso lui avait Vettel. promis le podium d'ailleurs. Oui, rappelez-vous de Sébastien Vettel en 2020. Le comportement qu'il a à la radio. Je pense que oui, au bout d'un moment, quand tu sais que la relation se termine, t'es un peu moins pointilleux sur les formules de politesse. Moi, je trouve ça un peu lâche, mais enfin, peu importe. Oui, mais c'est... Non, mais excuse-moi, c'est la vérité. Soit t'adoptes un comportement tout au long de... Soit t'adoptes un comportement clean du début à la fin de ton aventure. Regarde Alonso. C'est ce que je te dis. Non, mais c'est ce que je te dis. Ça a toujours été le cas. Moi, je trouve ça lâche dans le sens où... Manque d'élégance. Après c'est plus qu'un manque d'élégance. Soit tu peux, entre guillemets, avoir un ton très ferme à l'intérieur, mais en termes de communication à l'extérieur, dans ce que tu renvoies dans tes communications radio, dans tes communications, dans tes relations avec les médias, le rapport que tu as au début, il doit rester le même à la fin si le traitement est égal. Et j'ai pas l'impression que pour les pilotes que tu viens de citer, effectivement, ce soit ça. Attends, il y a une fin de relation, c'est une fin de relation. Sans rentrer dans le côté love. Bonjour, Dr Love. Non, mais tu commences une relation, franchement, tu finis 7ème, t'es là, super job, les gars. À la fin de la relation, tu finis 7ème, tu dis c'est quoi ce bordel et cette caisse que vous m'avez foutu. Enfin, je peux comprendre que. T'es pas obligé d'exprimer publiquement. Après, non, mais tu as certainement. C'est une relation de 3 ans qui vient de se passer avec AlphaTauri. Et même je parle pas que de Gasly, je parle en général. Oui, mais regarde Sébastien Vettel en 2020. Ça fait 5 ans qu'il est chez Ferrari. 5 ans qu'il subit des choses, qu'il prend sur lui et tout. Il y a un moment où ça sort. Oui, Vettel, il est aussi responsable. Enfin bref. Bien sûr, mais imagine peut-être dans 3 ans, Charles Leclerc, il parlera peut-être pas du tout de la même manière de Ferrari parce que pendant des années, il aura pris sur lui. Le nombre de fois où il arrive en conf de presse, Charles Leclerc, et que
il sort 10% de ce qu'il a à sortir, peut-être qu'à un moment ça explose parce que tu n'as plus de relationnel à garantir avec eux, que la relation est morte, tout ça, machin. Donc je peux comprendre, je trouve pas ça lâche, je trouve que ça c'est faire sortir entre guillemets le trop-plein qu'il y a eu et qui fait que la relation s'est terminée. On ne vous mettra pas d'accord sur ce sujet, les gars, mais on a entendu en tout cas votre opinion sur ce 4e et dernier enseignement. Un petit point comptable sur le classement des pilotes. Allez, je décide de te faire plaisir cette semaine. C'est les pilotes et pas les conducteurs. Et c'est les constructeurs, bien sûr, de l'autre côté. Alors, les 2 titres sont décernés, pilote et constructeur, mais on se rend compte qu'il y a de la lutte à tous les étages. Il y a de la lutte notamment chez les constructeurs pour la 2e place, avec cet écart de 40 points entre Ferrari et Mercedes qui se resserre. Pour la 4e place entre Alpine et McLaren, cet écart qui se resserre, toujours un peu plus 7 points d'écart. Entre Alfa Romeo, bien sûr, et Aston Martin, plus que 4 points d'écart entre les 2 écuries, même entre As et AlphaTauri. Tu le vois avec cette petite unité qui les sépare. On notera que chez les pilotes, Pérez reprend la 2e place, 5 unités devant Charles Leclerc. Lewis Hamilton aussi également qui se rapproche de George Russell et qui repasse surtout devant Carlos Sainz et Fernando Alonso qui voit Esteban Ocon reprendre un petit peu 141 d'avance et davantage. Justement, la lutte pour ce titre honorifique de vice-champion du monde, on en a parlé, c'était ce week-end dans le cadre de l'émission Pole Position, preview de ce week-end de F1. On s'est posé la question, est-ce que justement Sergio Pérez doit et peut aller chercher ce titre de vice-champion du monde? Pour Lucas Parlefin, notre copain chez Pole Position, vous allez voir, il défend cet avis. Si Sergio ne prend pas le titre de vice-champion, ce sera forcément un échec. Sergio Pérez qui ne serait pas vice-champion du monde avec cette voiture et l'avantage qu'elle a sur le reste de la compétition, on va dire sur le reste de la grille, ça serait un énorme échec selon moi. Quand on voit ce que cette voiture elle fait avec Max, alors c'est la voiture de Max et on dit c'est la Max Verstappen Racing si tu veux, et elle a été développée pour lui, mais je pense que du point de vue de Sergio Pérez, même déjà le fait qu'il soit là derrière Charles Leclerc aujourd'hui, c'est pas normal. Pour moi, je suis pas d'accord. on peut pas dire ok Sergio Pérez c'est le numéro 2 qui bat les autres numéro 1, voir cette voiture qu'il a, alors ok elle est développée pas pour lui, mais je pense qu'il s'il prend pas cette 2e place, ça sera quand même difficile. Pour toi, ça serait un échec pour Red Bull en tout cas si Sergio Pérez ne il doit, finit pas avec la deuxième au voiture qu'ils championnat. ont là, c'est la voiture qui a eu le plus de succès de leur histoire. S'ils font pas le doublé cette année, je vois pas quand ils vont le faire. Alors on a entendu que Brice n'était pas d'accord, mais on n'a pas entendu les arguments. Hamza, qu'est-ce que tu penses de cet avis fort, cet avis tranché en tout cas de Lucas? Est-ce que tu considères que Mark Webber, qui ne termine pas 2e d'un championnat du monde en 2011 ou en 2013, c'est un échec? Tu nous as fait un quiz là. Oui, j'avoue. Non, mais, Non, mais pour oui moi, et non, ce serait pas un échec dans le sens où la saison. Alors aujourd'hui, on voit à l'instant T, oui, Red Bull a une meilleure voiture que Ferrari. Ça n'a pas été le cas sur l'ensemble de la saison. Aujourd'hui, la performance de Ferrari depuis le début de la saison, lorsque Ferrari a performé, fait que tu as une lutte entre Charles Leclerc et Pérez. Ça lui a permis d'avoir une avance importante sur Sergio Pérez. Sergio Pérez a comblé ce retard depuis l'instant où il a la voiture qui lui permet de combler ce retard. Il reste 2 courses. Ce ne sera pas un échec si Pérez devait arriver 2e, 3e, du coup 2e ou 3e face à Charles Leclerc. Mais et puis je pense que lui, c'est pas grand-chose à y faire. De terminer 2e ou 3e, c'est le titre qui va l'animer peut-être la saison prochaine, je sais pas, mais non, ce sera pas un échec. Brice, pourquoi t'es pas d'accord avec Lucas quelque part? Ferrari a tellement merdouillé depuis le début de saison que Sergio Pérez, vice-champion du monde, en effet, il aurait le droit d'être déçu de ne pas l'être. Mais combien de points ont été enlevés à Sergio Pérez pour favoriser Max Verstappen en début de saison? C'est vrai. L'Espagne. L'Espagne, puis pas que. Hein. Oui, non, mais Il y a le développement après Monaco aussi. Ouais. Il y en a été fatal. le développement après Monaco favorise Max Verstappen. On a un gros trou pour le temps que Sergio Pérez s'adapte à cette voiture. Il y a de la concurrence en face. Enfin, non, pour moi, c'est pas un échec. Pour moi, c'est une réussite s'il fait 2e. Vraie réussite pour Red Bull d'avoir réussi à choper un 2e pilote qui est capable, avec une voiture faite pour Max Verstappen, d'aller marquer la 2e place et des voitures concurrentes autour. Surtout une en début de saison et maintenant peut-être une qui va venir remplacer l'autre. Mais je vois plus ça comme un échec pour Charles Leclerc que
de ne pas finir deuxième qu'un échec pour Sergio Pérez s'il termine troisième. Exactement. Si on vous a mis cet extrait, c'est parce qu'on a fait une spéciale Sergio Pérez ce week-end. Je vous invite à la retrouver parce qu'on étend sur la carrière de Sergio Pérez, on étend sur la perception, bien évidemment, de Sergio Pérez, son rôle, pourquoi est-il aussi efficace chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. C'est une super émission, je vous invite à aller la voir, bien sûr, sur le compte Winamax. Ça se passe notamment sur YouTube. Sergio Pérez, l'heure de Sergio Pérez, c'était bien sûr le titre de ce grand débat. C'est la fin de ce débrief, long débrief mine de rien pour un Grand Prix du Mexique qui n'était pas si passionnant que ça. C'était soporifique. Et qui était soporifique. Mais vous avez toujours des choses à dire, bien évidemment. On regarde le programme de ce qui nous attend pour les semaines à venir. Mercredi déjà, ce gros débat, gros décryptage aussi également sur l'affaire du budget cap. Est-ce que cette révolution est déjà mortenée? Quelles sanctions? Est-ce que ça va assez loin? Quel impact réel pour Red Bull en 2023? Est-ce que cette règle du budget cap est devenue inapplicable? On va essayer de répondre à toutes ces questions avec, vous allez le voir, un expert en aéro. Et puis, n'oubliez pas que dans 15 jours, ce sera le Grand Prix du Brésil. On fera la preview et on vivra la course en direct sur Winamax. Il y aura toujours la Brute Fan Zone F1 sur l'appli Brute. Brute, ça continue d'ailleurs entre le Grand Prix du Mexique et du Brésil parce qu'on vous donnera rendez-vous dimanche à 18h. Voilà les amis, vous savez tout sur le programme, sur le Grand Prix du Mexique. Je vous donne rendez-vous mercredi. On va se régaler et on va essayer de mieux comprendre ces histoires de budget capé. Salut, merci les gars, vous avez été excellents. Merci la Lucha Libre. Muchas gracias, Hamza Ramani.